Bonjour à tous, nous sommes le 9 juin 2026, bienvenue sur Fréquence Populaire et nous avons la chance et l'honneur de recevoir à nouveau Cyrus Farangui qui est ingénieur de formation et qui travaille dans les énergies renouvelables. C'est un sujet, on s'était dit, sur lequel on reparlera avec toi, mais on va parler de ce conflit qui inquiète le monde entier, parce qu'il continue après cette attaque unilatérale des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, de produire ses effets par la paralysie de l'économie mondiale, avec le détroit d'Ormuz qui est bloqué, une partie, 75 installations d'hydrocarbures qui ont été détruites jusqu'à maintenant de part et d'autre, donc des difficultés en termes de physicalité dans l'économie, qui vont se poser pour tous à partir de maintenant et lourdement à partir de septembre, si on ne se sort pas de cette situation. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est beaucoup t'ont découvert de ce point de vue-là. Alors, sauf ceux qui comprennent que Cyrus Farangui, ça renvoie un petit peu quand même à l'Iran. Dans cette première interview, que tu es d'origine iranienne, tu es français d'origine iranienne. Tes parents sont réfugiés ici, enfin sont venus ici au moment de la prise du pouvoir lors de la révolution islamique de 79. Et tu es un observateur avisé des événements tant de la guerre, auquel tu t'intéresses beaucoup, mais ce qui se passe en Iran et ce qui se passe aussi dans la communauté. Et on avait évoqué ça qui était en train de naître assez fortement la dernière fois, mais qui est une très sérieuse confirmation d'un ralliement au drapeau du côté iranien, même avec des gens qui ne sont pas très très amoureux du régime. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Merci encore pour cette invitation, Georges. Et dans le prolongement du premier échange qu'on a eu après quelques semaines de guerre, on observe effectivement l'inverse des objectifs espérés par Israël, les États-Unis, une bonne partie du reste de l'Occident, qui est que plutôt que la nation iranienne se fracture et qu'on voit des révoltes anti-régime descendent dans les rues pour renverser la République islamique, c'est plutôt l'inverse qu'on observe, à savoir un ralliement autour du drapeau. Et en explorant cette question, ça sera l'occasion aussi de partager auprès de l'audience diverses facettes de la culture, de l'histoire iranienne depuis des décennies, siècles, voire millénaires, qui expliquent ce ralliement autour du drapeau, parce que quelque part, c'était prévisible. C'était prévisible. Alors, peut-être... Prévisible, mais ça a surpris quand même, même toi, c'est un petit peu... C'est vrai. J'ai parlé à d'autres Iraniens qui étaient surpris par eux-mêmes, surpris par leur émotion, fait quelque chose qui était là, qui s'est réveillé. Non, absolument. Je l'admets, y compris chez moi, chez d'autres qui n'ont pas de sympathie particulière pour le régime, bien au contraire. On est surpris, mais pour un observateur extérieur qui serait un analyste froid que je n'étais pas avant la guerre, c'était pas si surprenant. Alors, on brise là un tabou. On brise un tabou dans les médias français et autres occidentaux qui ne veulent toujours aujourd'hui pas le voir, alors que c'est amplement observable. Il y a des témoignages, il y a des manifestations, on y reviendra. Il suffit aussi de s'adresser aux gens. Maintenant, Internet est ouvert. On peut, par des méthodes, aller interroger des centaines et des centaines d'Iraniens de sensibilités différentes pour leur poser des questions, et on ne le fait pas. C'est le genre de choses que je fais. Alors, à la fois auprès d'Iraniens de la diaspora et d'Iraniens de là-bas. Avec l'ouverture d'Internet, on a plein de posts Instagram, on a des messages WhatsApp maintenant qui peuvent circuler, donc on a de l'info qui circule. Je ne dis pas que c'est une méthode rigoureuse, mais en parlant à des dizaines, des centaines de personnes qui eux-mêmes donnent leur point de vue sur l'opinion, et quand on voit que c'est à peu près concordant, on a des ordres de grandeur qui se dégagent. Voilà, c'est pas une méthode de sondage rigoureuse, mais voilà, on peut pas faire ça. On n'a pas les moyens certains en Iran, donc c'est sur ce genre de choses que je repose. Après, on a quand même des sondages d'avant la guerre par Gaman, Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran. Bon, c'est des sondages par VPN, c'est pas une méthodologie en bonne et due forme, mais ça permet de dégager quand même des tendances. Bon, voilà, pour être une note de méthode. Alors, avant tout, ce ralliement autour du drapeau, c'est un phénomène assez bien connu en sciences politiques, de longue date, à travers les siècles. Pour donner des exemples, juste deux, qui sont familiers pour tout le monde. L'Union sacrée en France, au moment de la Première Guerre mondiale. Bon, voilà. Après le 11 septembre, Bush
junior avait 90% d'opinion favorable, ce qui n'était pas du tout le cas au moment où il était élu, où l'Amérique était très très divisée. Et ce 11 septembre a fait que, bon, alors certes, là on parle de la République islamique et pas de la Troisième République en France, ni de la démocratie américaine, mais j'ai envie de dire c'est quelque chose d'assez naturel en temps de guerre ou en temps d'agression, de ce ralliement autour du drapeau. Un bémol intéressant là-dessus, tu as parfaitement raison, mais un bémol intéressant sur les États-Unis, parce que jusqu'à maintenant, et c'était même un outil des spin doctors des présidents américains, si ça va pas, let's make a war somewhere. Faisons une guerre quelque part, ça, parce que la guerre, il y a toujours un ralliement au drapeau, et le président qui est un peu bousculé dans les sondages avant l'éventuel deuxième mandat, c'est bien, ça booste. Oui, tout à fait. Et là, le point qu'on peut se dire, c'est que ça marche pas ce coup-ci. Là, on a un effet sidérant. Aux États-Unis, ce qui se passe là est quand même assez incroyable. C'est qu'on a d'abord, il n'y avait pas tellement de volontaires pour y aller au début, mais une fois que c'est parti, pas de ralliement au drapeau. On a une majorité d'Américains qui sont contre ces guerres. Tout de suite. Et alors, c'est les Iraniens, c'est des mollahs, c'est des gens avec des turbans, oulala, tout ça, c'est horrible. Pourtant, top. Ah ouais. À ce propos, justement, la manière dont on dépeint le régime, alors encore une fois, hier, sur le plateau d'LCI, la moitié des intervenants, déjà, l'apologie de crimes de guerre et de crimes de l'humanité chaque soir sur ce que c'est Israël. Oui, c'est Israël, oui. Et là, ils appellent. C'est bon parce que je trouvais que c'est un peu changé. Yakovlev, par exemple, est très. Alors, je sais plus s'il passe parce que je regarde pas tout le temps LCI, mais était très critique d'Israël, ce qui était original pour. Alors, il y a des critiques sur le plateau aussi, hein, encore heureux, mais il y a encore presque chaque soir Raphaël Yerushalmi qui, hier soir, appelait carrément à bombarder toutes les centrales électriques d'Iran. Pourquoi pas ? Ce régime est pire que le régime nazi, et la moitié des intervenants du plateau étaient d'accord avec ce point de vue. Donc, dès lors qu'on nazifie, enfin là, ça clôt le débat. Une fois qu'on dit nazi, c'est fini. Exactement, que le régime iranien, c'est voire pire que le régime nazi. C'est un point de vue, pourquoi pas, mais ça tue le débat. Et du coup, une fois qu'ils sont nazis, comment diable pourrait-on imaginer un ralliement autour du drapeau ? C'est inconcevable. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir, et c'est ça qui fait que le tabou est entretenu. Et donc, c'est pas sur un plateau comme ça qu'on va pouvoir parler du genre de choses que je m'apprête à aborder. Et donc, le narratif dominant dans les médias occidentaux avant la guerre, ça a un petit peu évolué, mais elle dépeint une réalité très binaire, comme quoi l'Iran, ce serait 10% de fanatiques fous furieux pro-régime et 90% virulemment anti-régime qui veulent son effondrement et qui accueillent à bras ouverts l'intervention israélienne. Et d'ailleurs, ce Raphaël Yerushalmi, pour justifier qu'il faudrait bombarder toutes les centrales électriques en Iran, dit cette électricité, elle sert à alimenter des électrodes qui sont utilisées pour torturer des prisonniers de guerre. Et le peuple iranien s'en fiche d'avoir de l'électricité ou de ne pas avoir de l'électricité. Ils veulent juste qu'on le débarrasse de ce régime. Bon, ici, on va un petit peu se calmer, et moi le premier, pour essayer de parler calmement et dire non. Alors, j'ai eu des propos délirants. C'est où est-ce qu'on en vient ? Et c'est quand même reflet aussi d'une radicalisation de l'opinion en Israël que je vois d'ailleurs pas tant que ça en Iran, où les choses sont quand même assez très complexes. Alors non, cette vision de deux blocs monolithiques, homogènes, elle tient pas du tout la route. On peut pas nier que le régime, que la République islamique a une majorité de dissension. Et au sein de cette majorité, on va dire 10%, c'est peut-être un peu plus, mais pas plus de 15%, on va dire, qui accueillaient effectivement favorablement ces bombardements étrangers. C'est une portion assez importante de la population pour que quand même un peu tout le monde en parle, parce que c'est quand même perturbant. Une portion non négligeable de la population qui appelle à des bombardements étrangers. Chez certains, c'est carrément mal vu, comme de la trahison, batan furushi, pour une insulte très grave en Iran, c'est vendeur de patrie. Chez d'autres, c'est un groupe sociologique particulier ou c'est plutôt des jeunes, chez qui d'ailleurs Israël est assez populaire. Ça existe, ça. Oui, non, tout à fait. Chez une partie de la jeunesse pas négligeable, on a un ennemi commun, on a des intérêts communs, c'est d'éliminer ce régime, quoi. Je dirais qu'il y a un peu de naïveté derrière ça, mais ça existe néanmoins. Il n'y a pas que des jeunes, c'est
catégorie, population en particulier, c'est plus prégnant dans la diaspora qu'en Iran même, plus prégnant chez les monarchistes, notamment ceux en exil, que chez les non-monarchistes, un peu plus prégnant chez les jeunes que chez les autres, voilà. Des choses comme ça. Okay. Bon, 10-15%, quoi, max. Oui, donc quand même, c'est pas juste 1 ou 2%, sinon personne n'en parlerait. Là, c'est quand même une portion. Bon, chez certains, c'est très très mal vu. Chez d'autres, il y a une espèce de tentative de compréhension, de la compassion, en essayant de comprendre. Oui, c'est le désespoir qui parle, c'est la frustration. Il faut l'entendre. Après, ça reste une minorité. On parle peu finalement du ventre mou qui n'est ni partisan acharné du régime, ni partisan acharné de son effondrement, mais qui veut du changement, de la transformation. Et d'ailleurs, ça m'évoque une phrase. En politique, le ventre est toujours mou. Surtout là. Donc ça, c'est toutes sortes de personnes qui, pour beaucoup aussi, ont grandi en Iran, tu été éduqués en Iran, donc qui savent aussi quelque part que le régime est là pour eux lorsqu'on est bombardé. Voilà, ils cultivent une certaine résilience, une résistance, tout ça. Il y a quand même ce ventre mou qui est sensible. Je vais parler d'un témoignage que j'ai reçu d'une proche difficilement qualifiée de pro-régime. C'est une femme, je tiens à le préciser, pas du tout religieuse. Elle a quitté son mari, son premier mari, il y a une quarantaine d'années parce qu'il était un peu trop rigoriste pour vivre avec un homme plus souple, on va dire. Et il me dit tout à fait, Cyrus, l'agression américano-israélienne, donc pour une majorité des Israéliens, c'est vu comme une guerre d'agression, pas du tout de libération. A pour conséquence un bon pourcentage d'Iraniens qui se rallient autour du drapeau en dépit de leur désir de changement. On est aussi une proportion très importante à préférer la modération, les réformes, à un effondrement du régime qui ne nous garantit absolument rien pour l'après, quoi. Pardon, que de la violence, de la désolation, et ce sera encore pire. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on va avoir. Là, on voit, on perd beaucoup avec cette guerre. Une économie en ruine, une industrie à, 10, 20%. Mais je parlais du changement de régime dont parlent ces messages. Et un régime plus dur qu'avant, justement, il n'y a pas de changement de régime, il est plus dur qu'avant. Alors, il y a un changement, c'est-à-dire les passedarans, donc on va dire l'élite militaire qui dirigeait déjà beaucoup le pays, a quasiment fini d'évincer le pouvoir des mollahs. Après, est-ce que c'est un changement de régime au sens où les Américains et les autres pro-guerre l'entendaient? Je pense pas. Et enfin, en conclusion, evolution is seen as a better solution than revolution. Voilà. C'est frustrant, l'évolution est lente. Cela étant, si on fait le bilan de ce qui est sorti de bon depuis 25 ans, parce qu'il y a eu des évolutions sous Khatami, qui, en dépit du fait que ce soit un mollah, et chez d'autres présidents réformistes ou des courants réformistes par la suite, ont apporté du changement. C'est insatisfaisant quand on est démocrate, j'en conviens tout à fait, moi le premier. C'est insatisfaisant, mais il y a plus d'espaces de liberté d'expression, plus d'espaces de liberté de la presse. Encore récemment, le code vestimentaire s'est très largement assoupli et le port du voile non seulement n'est plus observé dans la rue, mais il n'y a même plus un foulard par sécurité que les femmes portent au cas où un policier vient les embêter. Là, depuis quelques mois, c'est le cas. Et depuis 3 ans, le port du voile a énormément reculé dans l'espace public, ce qui était pourtant une ligne rouge du régime. Donc on voit quand même qu'il y a des évolutions, et ça, c'est pas venu de guerre, d'insurrection armée, etc. C'est venu d'efforts de réforme, de dissidence, on va dire, non violente. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que finalement, beaucoup de gens continuent de croire en ça. Et c'est d'ailleurs confirmé par le genre de sondage en ligne que j'évoquais, de Gaman, où certes, beaucoup de personnes veulent du changement, mais seule vraiment une petite minorité veut que ça résulte de pression étrangère, et encore plus petite, d'une intervention armée étrangère. Et ça s'explique par quand même une méfiance bien ancrée depuis avant la révolution iranienne envers toute ingérence étrangère. On a publié un article sur ton site de ma part, et je te en remercie encore, retraçant 130 ans. Oui, le portail numérique, qui est gratuit. Il suffit de renseigner un email. Voilà, vous pouvez lire. Faites-le, si c'est pas fait encore. C'est un très beau recueil. Donc 130 ans d'ingérence étrangère, pas seulement 73 ans depuis le renversement de Mossadegh en 53. Mossadegh n'arrive pas, donc c'était un nationaliste qui a voulu nationaliser le pétrole iranien en disant c'est à nous, quoi, pas aux Britanniques ni aux Américains. Ça peut entendre, mais il débarque pas. On apprend énormément de choses. Moi, il y a
il y a un point qui m'avait échappé, qui a beaucoup marqué, qui est intéressant à comparer avec ce qui s'est passé dans l'URSS de Staline, avec le Holodomor, alors qui est considéré comme un génocide en Ukraine, mais bon, qui est plutôt ce qui s'est passé en Iran, c'est-à-dire quand même 2 millions de morts, dus aux Britanniques, parce que ils ont décidé que, pour les raisons qui les concernent eux, il fallait prendre un peu plus de réserves agricoles que ce qui était ponctionnable à une population pour qu'elle survive. Résultat des courses, un paquet de morts. Et à un moment plus de très 2 très millions. dur. C'est des réquisitions de nourriture. Enfin, les Oui, 2 Britanniques, millions, je lis aussi les 2 Russes et millions, les Ottomans. 2 millions rapportés à l'époque, c'est-à-dire où il n'y avait pas 91 millions bien d'habitants, sûr. mais 10 seulement. Oui, c'est sérieux, c'est sur un habitant Peut-être 3-4, honnêtement. Enfin, beaucoup. C'est une famine de masse. Il y a ça comme ingérence. Encore un petit peu avant, le partage anglo-russe de l'Iran, en gros, qui partagent comme leur petit jardin personnel. Le nord est à toi, le sud est à moi, et on laisse une zone vaguement autonome au centre. Donc ça, c'est 1905. Pour ceux qui s'intéressent aux relations russo-américaines au sein des BRICS, que les Iraniens toujours OK avec les Russes, mais ils sont un peu méfiants, parce que ils se souviennent de mauvaises surprises. Il y a eu une première révolution constitutionnelle assez avant-gardiste au début du XXe siècle en Iran, tuée dans l'œuf par les Britanniques et les Russes. Il y a même eu un bombardement du Majles par des troupes cosaques soutenues par les Russes en 1908. Donc Mossadegh, c'est la deuxième tentative de démocratisation tuée dans l'œuf par une ingérence étrangère. Il y en a eu une avant. Donc voilà, ça fait pas 73 ans d'ingérence, mais 130 ans. Et puis les Iraniens ont encore en mémoire bien plus que ça, les invasions mongoles, les invasions arabes qu'on a repoussées. Donc il y a une sorte aussi de fierté nationaliste. On parle d'un pays extrêmement nationaliste. Et on en parlait la dernière fois. Enfin, bon, on va pas refaire la mission de la dernière fois, mais c'est un pays qui a une histoire qui a 5000 ans. C'est quand même une des premières civilisations de l'humanité. Et les gens le rappellent très souvent, en sont restés fiers. Et ça transcende tous les clivages politiques, religieux, même, on va dire, les mollahs les plus radicaux de la République islamique au début, qui voulaient procéder à une sorte d'effacement de l'histoire de la monarchie, de 5000 ans de civilisation, dire non, le patriotisme, l'Iran, tout ça, c'est des notions, non, c'est l'islam, c'est l'islam. Non, ils ont dû reculer, ils ont dit, c'est suicidaire, là, on n'emportera jamais une adhésion quelconque en essayant d'effacer l'héritage de Cyrus le Grand. Voilà, non. Il faut que le tombeau de Pasargad, on puisse continuer à aller le visiter. C'est comme un lieu de pèlerinage pour beaucoup d'Iraniens. Ils sont très fiers. C'est un peu le même mécanisme qu'il y a eu en URSS communiste. Ah oui, je savais pas. C'était très très dur, le communisme, et puis il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'orthodoxie, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de tsar, il n'y a pas d'histoire millénaire, et puis bon, au fur et à mesure de l'évolution des choses, on fait avec. Au point où Staline, pendant la Deuxième Guerre mondiale, utilisera très fortement la religion orthodoxe pour justifier, mobiliser la population. Cette rhétorique, patriote, nationaliste, elle est beaucoup employée par le régime en ce moment. Et elle fonctionne à un certain niveau, même, elle attire des gens qui n'ont pas de sympathie pour le régime, pas du tout. J'écoutais l'autre jour à des fins pédagogiques 1 heure de discours de Mohammad Bagher Ghalibaf, donc le président du Parlement iranien et actuellement virtuellement chef d'État, négociateur en chef, décideur très important. C'est un chef d'État en ce moment, en gros c'est Ghalibaf, et le numéro 2 serait peut-être Al-Orchi, le ministre des Affaires étrangères, et après il y a le commandant des passes d'Aran. Voilà, ça, on va dire, qui dirige l'Iran en ce moment, c'est ces personnes-là. Dans son heure d'intervention, il flattait beaucoup l'ego des Iraniens. On est résilient, on est courageux, vous êtes courageux, vous avez constitué des chaînes humaines sur des ponts que Donald Trump menaçait de détruire le soir où il a menacé de l'extermination de la civilisation iranienne. Au passage, c'était, au-delà des aspects moraux, totalement contre-productif d'un point de vue stratégique. Déjà, la guerre de soi-disant libération, très vite, les Iraniens constatent que non, ils ne sont pas là pour nous libérer, ils sont en train de détruire des infrastructures civiles. Mais ensuite, quand il y a des menaces d'extermination de la civilisation perse dans un pays aussi fier de son histoire, c'est erreur stratégique totale qui a obtenu les essais. Mais alors là, quelque part, il a perdu la guerre. Il imaginait encore le moindre du monde provoquer un soulèvement, quel qu'il soit, ce qui était déjà très naïf à la base. Alors là, c'était terminé, quoi. Et le régime a fait un cadeau rêvé, limite, pour employer ça et inversement dire bravo, ce soir-là, vous avez fait des chaînes humaines sur les... Bon. Un autre aspect où on peut constater ce ralliement autour du drapeau, c'est les manifestations dans les rues.
Alors, elles sont organisées par le régime, mais justement, ils ont profité de l'occasion de cette guerre pour, eux, occuper les rues, ce qui empêche d'autant plus tout soulèvement populaire. Et alors, qui se En tout cas, joint l'observateur extérieur, il apparaît clairement que le régime a gagné des points, tant à l'international, ça c'est clair, Oui, ça, mais Tachad en parle amplement. en interne. Bah, en temps de guerre, c'est un peu inévitable, surtout une guerre de cette nature. Et puis surtout si on gagne. Alors, on en Parce qu'une guerre, parlera. on perd, bon, c'est pas sûr qu'on gagne des points, mais Ouais. une guerre où on gagne contre la Russie, ça fait 4 ans et demi qu'elle est en guerre, ok, contre tout l'OTAN, mais la progression est lente. Là, en 5 semaines, ils ont arrêté la première puissance mondiale. Enfin, je sais que c'est désagréable à certains, mais en vérité, pour l'observateur froid militaire, c'est ce qui s'est passé. Donc, Ce qui va susciter aussi une sorte de sentiment de fierté auprès de certains Iraniens qui vont faire la part des choses, disant bon, ok, ce régime, bah, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, bah, on voit bien ici l'ingénierie, l'ingéniosité iranienne, des gens instruits et éduqués, une industrie. Et puis après, on renvoyait des millénaires d'histoire, de cartes. Bon, il y a aussi ça qui se joint à. Oui, bah ça, je l'ai constaté plein de fois, à nouveau, dans mon entourage, des gens loin de porter leur régime dans leur cœur, une fois qu'ils se sentent agressés, insultés, même les musulmans non pratiquants, lorsque, ou même les athées et les agnostiques iraniens, lorsque Trump se moque de l'islam dans son tweet, Allah Akbar, tout ça, bon, bref, entre autres manifestations islamophobes, bah, moi qui ne suis pas pratiquant, je me sens aussi un peu injurié. Je parle même pas des Iraniens religieux, vraiment croyants et pieux. Hein, donc bon, là aussi, erreur stratégique majeure par impulsivité. Bon, donc il y a ça, une guerre d'agression, ils nous menacent, on a peur. Et en réponse, effectivement, l'Iran riposte, et plutôt bien. Et c'est tout ce que tu dis, et je sens ici et là poindre une certaine fierté. Ah ouais, on a un missile qui a touché ça. Ah oui, déjà, dire on. De moins en moins, ils ont, mais de plus en plus, on a détruit 13 bases américaines dans le Golfe, bases majeures, ils ne peuvent plus lancer des avions. Ah tiens, on a lancé un missile à 4000 km vers la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, c'est ça. Je ne savais pas qu'on était capable de ça. Une sorte de fierté guerrière en temps de guerre. Quoi. On en a parlé juste avant l'émission, mais là, les événements récents, juste avant cette interview, à savoir l'attaque de l'Iran sur le nord de l'Israël par des missiles parce que l'Israël attaque le sud Liban et que cela entraîne de la part de Donald Trump, pas un tweet excité, on va vous raser de la carte, mais d'appeler Netanyahou pour lui dire mollo mollo à la riposte, ça doit faire un sentiment de fierté. Tout à fait. Encore une fois, on a gagné, on peut s'imposer. Alors, peut-être ça serait mieux si ce serait un roi déjà, ou un démocrate, mais bon, voilà quand même. Chez beaucoup d'Iraniens qui s'intéressaient pas trop à ces aspects-là, qui bon bah le régime c'est un peu n'importe quoi et tous ces investissements militaires ils sont futiles, ils sont pas très compétents, tout ça. Déjà il a fallu quelques semaines voire 2 mois pour réaliser bah non en fait ils se défendent assez bien, ils peuvent revendiquer des victoires stratégiques, etc. Après on va dire le mainstream, y compris Rolibov, on va dire côté modéré des conservateurs, en parlant à son aile dure, dit attention, attendez, faut qu'on reste à notre place. Donc ça, c'est l'opinion quand même, je pense, majoritaire. Restons à notre place. Ils sont largement supérieurs à nous sur le plan militaire. On va pas aller écraser l'ennemi jusqu'au bout. J'entends des voix disant allez, il faut aller chercher plus loin. Ils sont allés chercher plus loin. Nous avons des leviers de dissuasion. Nous avons des leviers de pression. Nous avons la capacité de nous défendre par des moyens asymétriques. Mais il faut raison garder. On va pas aller passer à l'offensive. Et c'est pour ça que cette attaque à laquelle tu fais référence, on en a quand même surpris pas mal. Parce que là, alors on dit c'est pour défendre le Liban, mais c'est quand même, l'Iran passe à l'offensive. Ça a surpris et suscité quand même quelques craintes des gens à qui je parle dans la communauté. Là, oula, est-ce que c'est bien avisé? Est-ce qu'on ne franchit pas une ligne rouge? Est-ce qu'on risque pas une riposte vraiment de grande ampleur d'Israël? Est-ce qu'on ne donne pas à Israël finalement voire aux États-Unis, un alibi pour riposter et détruire beaucoup d'infrastructures? Alors, dans cette période de temps, maintenant, ça fait 10 jours que Trump, 10 jours, ce qui est colossal pour Donald Trump, ne fait plus de tweets bizarres ou excités contre l'Iran. Or, ici, sur Fréquence Populaire, on a pris le risque, enfin, on s'est pas pris le risque, on a expliqué que l'Iran aurait potentiellement plusieurs armes nucléaires.
sur son territoire. Oui. Et qui est, alors on n'a pas dit qu'on sait que l'Iran n'a pas fait de sensationnalisme stupide, c'est pas la boutique fréquence populaire. Par contre, on sait que ça a été discuté sur des canaux ouverts entre les Iraniens et les Pakistanais, donc pour que ce soit entendu, que ça a été leaké par des gens du régime tant iranien que du Pakistan. Donc on voulait que ça sorte. Donc c'est un élément. Alors, qu'ils aient une bombe ou qu'ils l'aient pas, je n'en sais évidemment absolument rien, et on n'en sait rien, mais qu'ils le mettent sur la table dans des négociations, que ce soit vrai ou du bluff, ils le font. Ce qui donne soit ils sont très très bold, comme les Américains, soit ils se sentent suffisamment avoir des capacités d'escalade par ailleurs pour rajouter une carte, qu'elle soit réelle ou pas, sur la table de jeu, et de dire, bon, on est sérieux. Et j'ai l'impression que tout ça, en tout cas, a été pris au sérieux par les Américains. Sinon, Donald Trump aurait tweeté immédiatement c'est inadmissible, on va vous raser, je ne sais quelle ineptie. Et participe de ce jeu. Alors, je parle du jeu du géopolitique, hein, de Go Game. D'imposer la puissance iranienne dans la région. Je vais y répondre sur les échos que j'ai dans la communauté. Peut-être en préambule, parce que depuis tout à l'heure, on est sur les aspects stratégiques et quelles sont les analyses en Iran et puis le ralliement autour du drapeau. On va peut-être d'abord quand même partager un sentiment un peu omniprésent à travers la jeunesse, mais à travers la population, qui est que voilà, les gens ne sont pas quotidiennement en train d'analyser des aspects stratégiques, cette guerre et tout. Un sentiment très très présent, c'est quand même le désespoir, le manque de perspective économique. Là, ça fait 10, 15 ans d'effondrement économique par les sanctions auxquelles se rajoute une guerre. Le manque de perspective et de plus en plus un nihilisme qui s'installe. On ne sait plus en quoi croire, on ne sait plus. Yep. Donc vos analyses géostratégiques, qui va gagner, et puis le ralliement autour du drapeau, et puis limite la politique, et même qu'est-ce qui va advenir du régime. Et il faut quand même être sensible à ça, je pense, et évidemment, j'exprime ma sympathie envers tous les compatriotes qui en ce moment souffrent et ne s'intéressent pas à tout ce qu'on est en train de raconter, et il faut aussi le comprendre. C'est une question que je vais te poser du côté américain. Il y a toujours la stratégie du blocage, enfin du blocus d'une manière ou d'une autre des sanctions, la continuation des sanctions, blocus des ports iraniens, en disant l'Iran est en train de craquer, on va tenir mieux plus longtemps qu'eux, ils vont craquer, ça va pas du tout, l'économie. Donc tu dis quand même que, bon, déjà il y avait des sanctions avant, c'était compliqué, mais c'est la guerre, ça s'y rajoute, et que une bonne partie de la population est dans un processus de survie plutôt que de s'occuper de grandes théories. Un peu naturel aussi, et c'était le cas avant. mais c'est-à-dire que ce blocus marche quand même. C'est un effet. Oui, un certain essai. Alors, l'Iran produit par exemple 90% de ses médicaments, certes, mais il y a quand même besoin d'importation de certains ingrédients, de principes actifs, etc. On reviendra d'ailleurs sur tout ce qui est économie de la résistance, autosuffisance en Iran, souveraineté, c'est un cas très intéressant. Et d'ailleurs, dans ce ralliement autour du drapeau qu'on évoque, il y a aussi cet aspect-là on est en train vraiment de tester grandeur nature, encore plus qu'avant, cette fameuse économie de la résistance, mais on y reviendra. Donc on revient au désespoir. Oui, le nucléaire, mais tu avais dit, bon, il faut, n'oubliez pas que quand même il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui n'en ont rien à faire de savoir qui, quoi, où et comment, si ça sera le chat, un peu lointain, les barbus ou les mollahs ou les trucs. Leur problème, c'est qu'est-ce qu'on fait manger aux enfants demain, et ainsi de suite. Il ne croyait pas en un changement de régime, il ne croyait pas non plus en son maintien, enfin, vraiment un nihilisme. Le ventre mou qui veut rester mou et pas trop tendu. C'est ça, oui. Mais qui est presque désengagé. C'est une portion quand même pas. Et puis beaucoup quand même qui continuent aussi de suivre attentivement le sera fait et tout. Alors sur le nucléaire, il y a un film sur De Gaulle qui sort en ce moment. Vous allez le voir, très très bien. Entre les collaborateurs, les gaullistes et les serments de Koufra, il y avait quand même un gros ventre mou qui. On n'avait que faire. Donc, je te coupe. Alors, sur l'arme nucléaire. Bon, c'est un peu les mêmes choses qu'on va entendre ici. Il n'y a pas une logique magique différente en Iran, parce que les points de vue, sans que je sache attribuer un pourcentage à chaque, mais c'est un peu les mêmes qu'on peut entendre ici. Alors, toi, c'était déjà pertinent d'avoir l'arme nucléaire avant
plutôt que de la fameuse doctrine du seuil. Tu vois, donc rester proche de l'avoir pour dissuader, mais pas aller jusqu'à l'avoir, parce qu'alors on viole le traité de non-prolifération, on donne des raisons de nous attaquer. Dont l'Iran est torpillé. Et en plus, on provoque une escalade nucléaire, plutôt une incitation pour que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie, à leur tour, aillent poursuivre l'arme nucléaire. Ce qui sera le cas. Alors, peut-être pas, hein, il y a peut-être Israël là, et les pays qu'on vient de citer n'ont pas de programme nucléaire militaire. Bon, oui, enfin, si l'Iran là, l'Arabie Saoudite a une protection nucléaire du Pakistan, donc c'est déjà un pas de plus. C'est vrai. Il est pas, bon, En tout cas, c'est des gens qui pouvaient dire dès le départ, il fallait l'avoir, et là, on n'aurait jamais été attaqué. D'autres qui disent bon non, il fallait pas le faire. Maintenant, on a plus à y gagner qu'à y perdre. Et oui, il faut y aller. Et surtout que, oui, c'est-à-dire, à nouveau, tu te sens quand même menacé. Israël, là, agit quand même de manière dont on se demande, ça n'a pas l'air toujours très rationnel. Ça sent un peu la panique, la paranoïa. J'invite à regarder I24 News. L'ambiance est quand même lourde. On a vu jusqu'où ils étaient capables d'aller. Ce qui s'est passé à Gaza, raser des villages entiers au Liban. Une fois qu'on est capable de faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'envoyer une bombe nucléaire sur l'Iran? Enfin là, c'est quand même quelque chose où moi-même je m'interroge. Alors, ils finiraient diplomatiquement très isolés, mais le problème, c'est qu'ils commencent aussi à montrer des signes qu'ils n'en ont rien à faire. Que même sans les États-Unis, ils feront. Bon, j'ose espérer que ça n'arrivera pas, mais on peut se dire, bon, pour limiter les chances que ça arrive, maintenant, il y a peut-être un cas. Ils sont déjà pour, très isolés. Voilà. Donc, oui, et ils disent, ça les dissuade pas tant que ça pour l'instant. Hein. Voilà, ils commencent même à l'assumer. Le monde entier nous déteste, ils comprennent pas, ils sont antisémites, que sais-je. On est détestés, c'est comme ça, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc même assumer de perdre le soutien américain, ça fait son chemin même dans le discours politique. Hein. Ils s'y préparent. Bon, donc voilà, la citadelle assiégée, et j'ai quand même de la sympathie pour Israël qui effectivement est entouré d'une certaine force armée qui veulent sa destruction. Ça faut aussi le comprendre. Et il y a une spirale de violence, tout ça. Ça ne justifie pas ce qui s'est passé à Gaza, ça ne justifie pas la colonisation en Cisjordanie, ça ne justifie pas de raser des villages au Liban, et ça ne justifie pas de déclencher une guerre en Iran et de détruire des infrastructures et patati patata. C'est d'ailleurs surtout Israël qui a détruit les infrastructures civiles, pas tant les États-Unis. J'ai relevé telle usine pharmaceutique, le champ gazier de South Pars, les usines d'acier. Tout ça, c'est Israël qui a, comme quoi Israël et les États-Unis, confirmation de plus qu'ils ont des intérêts divergents dans cette guerre et même des manières de procéder divergentes. Je pense que si Donald Trump a eu l'idée de bombarder toutes les centrales électriques, l'idée lui a été plutôt soufflée par Israël qui continue de militer pour cette approche. Bon. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Change absolument rien aux capacités balistiques de l'Iran, mais rien. En fait, ça embête beaucoup la population. Comme à chaque fois. Donc premier groupe, il aurait fallu avoir l'arme nucléaire dès le début, il aurait fallu deuxième groupe, maintenant il faut. Le troisième, quel besoin? On a déjà le détroit d'Ormuz. Et le quatrième groupe, qui est, vous me saoulez avec tout ça, c'est vos analyses, et moi je veux juste du pain là, pouvoir survivre et les navier à nouveau. J'insiste sur ce groupe où c'est de plus en plus dur. Il faut accumuler 2, 3, 4 emplois pour survivre. La retraite ne suffit pas. Il y a un système de retraite en Iran, mais ça suffit de moins en moins pour boucler les fins de mois. Il faut de plus en plus faire un crédit pour pouvoir acheter des fruits et légumes. L'inflation est hors de contrôle. Pour éviter de voir toutes les économies d'une vie fondre, parce que le rial, la monnaie nationale, s'effondre, les gens placent dans l'or, les cryptos, ou que sais-je. Et pour ceux qui n'ont que leur labeur pour survivre, il faut un autre emploi et encore un autre emploi. C'est dur. Je vais pas te cacher, c'est très, très, très dur. Même si derrière, il y a une certaine fierté de on survit, on résiste. Les étagères de supermarchés sont toujours pleins malgré le blocus, malgré 15 ans de sanctions. Certes, on n'a pas forcément l'argent pour l'acheter. C'est très dur, et plus dur encore pour les catégories populaires et les plus pauvres. Parce que c'est très très dur et au bord de l'effondrement sont deux choses totalement différentes. Il peut y avoir un abysse entre les deux. Bien sûr. Alors, parce que pas l'inflation, encore une fois, l'extérieur. Depuis 15 ans, il y a presque plus de classe moyenne. Il y a une classe aisée, possédante, à la tête d'industrie, ou pour X ou Y raison, qui arrive encore à augmenter leurs revenus à la hauteur de l'inflation, voire plus. Et puis il y a la classe moyenne qui s'effondre, qui a travaillé toujours plus pour gagner de moins en moins, qui voit le peu d'économies qu'elle a
peux acheter quelques pièces d'or ou quoi, mais ton salaire tombe et avec l'inflation, le mois suivant, ça vaut déjà rien avant que tu aies eu le temps d'acheter des pièces d'or. Enfin, il faut vivre dans cette instabilité-là où, du coup, beaucoup de gens ont rejoint les classes modestes, populaires. Voilà, certes, l'ancienne classe moyenne est peut-être propriétaire quand même d'une maison, contrairement aux gens du niveau plus modeste, mais en termes de subsistance au quotidien, ils ont rejoint vraiment voilà. Il y a deux classes, ou deux classes et demie Mais sociales maintenant. on est quand même moins loin de l'effondrement total qu'espèrent certains avec le blocus. Oui, alors parfois je me demande comment le système bancaire ne s'effondre pas avec tous les gens qui retirent leur économie pour du coup la banque centrale pompe de l'argent dans les banques pour éviter leur effondrement et du coup ça crée de l'inflation, donc c'est une spirale un peu sans fin. Honnêtement, je suis pas capable de répondre sur comment le système bancaire ne s'effondre pas. Oui, mais les gens mangent, c'est ça que je veux dire. Il y a pas de. Oui. Parce que c'est ce que tu disais. Parce que l'économie est de... en fait, c'est simple. Plus on militarise l'économie, plus on repousse l'effondrement et la famine. Oui, tu militarises toujours des pans supplémentaires de l'économie. Et maintenant, on va fournir plus d'aide pour que les gens aient au moins du pain. Et maintenant, on va fournir plus d'aide pour que les gens aient du pain et un peu de viande. Et on organise tout ça. C'est une économie de plus en plus dirigiste et avec des prix fixés. C'est comme ça qu'on évite. Quoi. C'est comme ça qu'on évite, on va dire, une insécurité alimentaire de masse. C'est en militarisant l'économie de plus en plus. C'est tout ce que je suis capable de dire sur comment ça se fait que ça s'effondre pas, du moins socialement, que ça tient à peu près. Et après, il y a aussi l'aspect, alors, signe d'une certaine fierté aussi, et de ralliement autour du drapeau, ces notions de résilience, souveraineté, d'économie de la survie, d'autosuffisance, et une notion plus récente qui est celle d'économie de la résistance. Alors, tout ce qui est résilience, autosuffisance, souveraineté, chez nous, c'est des débats un peu intellectuels. Et c'est très bien, hein, toi et moi, on en parle et tout, et c'est un peu théorique. À la base, c'est absolument central dans le débat politique, dans le débat entre macroéconomistes et les notions, mais c'est absolument partout. Et ça, en fait, c'est pas nouveau. Ça puise ses racines dans des milliers d'années d'histoire de l'Iran. Par exemple, il y a des causes géographiques à cela. Alors l'Iran, c'est quoi? C'est une plaine centrale très aride, voire en grande partie désertique, entourée de montagnes. Et donc c'est une longue histoire de villes-oasis, donc les villes anciennes développées, donc par quand même une civilisation assez sophistiquée pendant des milliers d'années. Shiraz, Ispahan, Yazd. Téhéran, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard, c'est une ville assez récente, mais les villes très anciennes se sont développées par beaucoup d'autonomie, où il fallait à tout prix être autosuffisant, justement, y compris par des systèmes très ingénieux de qanot. Certains auditeurs en ont peut-être entendu parler, c'est des espèces de canaux souterrains qui récupèrent l'eau des nappes phréatiques de montagne, qui évitent son évaporation, c'est sous terre, et qui est utilisable. Donc voilà, des canaux assez complexes. Ça fait partie, on va dire, de cette quête d'autonomie. Donc, la précédente interview, j'ai vu qu'elle avait été écoutée par pas mal de persophones, pas mal d'Iraniens français. Donc, je me permets de donner quelques mots de farsi, mais des notions de khod mortali, donc autonomie, Iqtisad baro, de la survie, ou hakemiyat, la souveraineté, c'est central. Ça parlera à tout le monde. Tabavari pour la résilience. Ça, c'est des termes que des auditeurs persophones entendent absolument partout, qui sont centraux. À quoi sera... Alors, en plus, se rajoute l'histoire plus récente des ingérences étrangères dont on a parlé, la famine dont on a parlé, ça a sonné les cloches sur il faut être... Enfin, la sécurité alimentaire et l'autonomie alimentaire, c'est absolument central, quoi. Et ne pas être dépendant de l'étranger. À quoi s'est greffée plus récemment cette notion d'économie de la résistance, Iqtisad morovemati, qui est alors centrale, qui ne fait pas kiffer tout le monde, mais c'est cette notion qui, on va dire, il y a l'axe de la résistance, Iran, Hezbollah, Houthi, quoi qu'on en pense, c'est important pour le gouvernement, pour le régime, c'est un de ses axes, enfin, une de ses piliers. Et cette notion d'économie de la résistance, il est venu se greffer par-dessus ça. Mais donc, c'est une sémantique plus récente, mais qui puise ses racines dans une très, très, très longue histoire qui s'explique par... voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les fameux bazaris, donc la classe marchande qui tient les grands marchés d'Iran, qui est assez centrale dans l'économie iranienne, qui est pour beaucoup d'ailleurs dans la révolution islamique, et aussi qui était à l'origine des manifestations de janvier dernier. Au début, c'était des manifestations pour raisons économiques, venant des bazaris.
qu'on peut difficilement qualifier comment dire, d'insurrectionnel. Ils ne voulaient pas renverser le régime. Et d'ailleurs, le régime, au début, a autorisé, il dit, bah oui, on comprend votre désarroi économique, vous pouvez manifester pacifiquement, vous êtes des éléments importants du pays et de l'histoire de l'Iran. Et donc, cette classe marchande qui tient une partie importante de l'économie du pays, elle a beaucoup cultivé la souveraineté financière. Et pour la petite anecdote, en 1891, il me semble, ou 90, lorsque le Shah de l'époque, de la dynastie Qajar, voulait concéder un monopole sur le tabac aux Britanniques, les Bazaris, plutôt que faire commerce avec ça, ont décrété un boycott sur le tabac. Donc, préféraient ne pas faire commerce et ne pas fumer, plutôt que d'être dépendant d'une puissance étrangère sur un truc quand même pas si stratégique qui est le tabac, quoi. Bon, et il y a eu la révolte du tabac à l'époque. Les gens peuvent rechercher ça. C'est pour dire que c'est pas nouveau. Et qu'en ce temps de guerre... Un historien m'a raconté il y a longtemps que c'était lié en réaction en Iran à ce qui s'était passé en Chine. Et que même si c'était que le tabac, ils n'avaient pas du tout envie de dépendre sur un produit d'addiction à l'Empire britannique, parce que ça peut avoir des conséquences très lourdes, justement, en termes de souveraineté. Les guerres de l'opium ont produit le siècle de la honte en Chine. Comment on l'appelle, l'effondrement et la semi-colonisation, l'asservissement. Donc il y a une intelligence justement ancienne, iranienne, perse, de se protéger en tout cas. Oui, carrément. Même si ça coûte un peu cher, bon, bah tant pis. Ah bah là, ça coûte clairement très cher, mais on voit maintenant des reportages sortis, on va dans des supermarchés, les journalistes visitent des supermarchés, où les étagères sont pleines. Certes, les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter beaucoup, mais c'est encore approvisionné. Et il y a une sorte de fierté de, oui, tout ce qui est dans ce supermarché vient d'Iran. On est autonome sur tout. Alors, on a le pétrole, c'est une chose, mais à nouveau, ce sentiment ou cette quête de souveraineté, elle date de bien avant le fait qu'on ait découvert du pétrole en Iran. On a le pétrole, on a des mines, on est capable de tout faire avec ce qu'on a sur notre territoire. On importe certaines choses, certains composants, etc. Mais voilà, tout presque est produit ici, et c'est ça définit une certaine sorte de fierté d'être capable de faire ça, de survivre, même si c'est pas joyeux. Et ça contribue, on va dire, à la fierté patriote, nationaliste que j'évoquais. Et en ce temps de guerre, c'est d'autant plus renforcé. C'est-à-dire cette économie de la résistance doit redoubler d'ingéniosité, d'inventivité, de ruse. En plus, il se rajoute un blocus. En plus, il y a des usines qui ont été détruites. Donc, en gros, des usines d'acier qui ont été détruites. En gros, l'Iran était le 8e plus gros producteur mondial d'acier. Bon, il ne dit pas, mais c'est une grosse industrie. L'acier en est un signe. Exporter 25% de son acier, les capacités qui ont été détruites, c'est 25% de la capacité nationale de production. Et donc, l'Iran a fermé ses portes aux exportations. Donc, c'est moins de devises étrangères qui rentrent. Il faut faire autrement. Voilà, et donc encore plus. C'est moins de devises qui rentrent pour l'Iran, mais donc c'est une production substantielle d'acier qui n'est plus sur le marché mondial. Oui, alors je pense qu'on en sentira moins les effets que par exemple le déficit d'hélium ou de pétrole. L'Iran ne vendait pas de l'acier à la France ou à la Grande-Bretagne. Mais néanmoins, l'acier qu'ils ne vendent plus à l'Indonésie ou à la Chine, voilà, la Chine, non, ça passe dans ce cas, Chine en surproduction d'acier. Ça crée une tension. Ils l'achètent ailleurs, donc ça crée une tension. Sur les marchés, le marché, c'est mécanique pour ces choses-là. Non, tout à fait. Faut dire non, tout ça, bon, je regarde un petit peu mes notes, mais non, mais globalement, c'est cet axe d'analyse de la souveraineté économique que l'Iran cultive de longue date, presque, c'est une philosophie de vie, se retrouve renforcée par les temps qui courent, d'autant plus, quoi. Voilà. Alors néanmoins, les gens en Iran doivent un peu trembler que ça ne reprenne pas, parce que malheureusement, ça pourrait reprendre, en fait. Surtout s'il n'y a pas d'armes nucléaires côté iranien. Donc, c'est la capacité. Donc, encore une fois, de ce qui a été filtré, on va vous montrer qu'on peut le faire. On va faire sauter une petite arme nucléaire dans le désert en Iran. Comme ça, vous verrez bien qu'on l'a. Donc, ça s'arrête. Les attaques. Mais il doit y avoir cette crainte que ça reprenne, que les installations électriques soient touchées, les usines de désalinisation, et que là, on bascule encore plus dans la difficulté de la vie quotidienne. Oui. Tout à fait, c'est jamais marrant la guerre.
si ce n'est que par rapport à il y a 2 mois, il y a plus de gens conscients du fait que l'Iran est capable de riposter et de dissuader l'adversaire. Il y a beaucoup plus de ce sentiment-là maintenant, parce que beaucoup ne s'intéressaient pas à la chose. Des capacités balistiques, non, c'est des paroles en l'air, on n'a pas tout ça. Les villes, c'est la surprise. ça a surpris. La capacité à bloquer Hormuz, même à administrer un péage, on est surpris. Je veux dire, beaucoup de Français, non, mais la marine iranienne va se faire écraser, on va pas réussir à tenir. Ou alors la Chine va faire pression pour dire arrêtez vos bêtises, rouvrez ce putain de détroit, pour prendre l'expression de Trump. Bon. Donc c'est cette surprise. Les villes souterraines de montagne, peu de gens savaient même que ça existait ou s'étaient intéressés. Donc maintenant on le sait, tout le monde sait maintenant. Donc il y a moins de crainte par rapport à ça en se disant non, les États-Unis n'oseront pas, enfin ils savent qu'ils ont peut-être plus à perdre et quand bien même l'Iran sera plus capable de riposter. Je reviens à un point que tout à l'heure, les manifestations dans les rues que le régime a organisées. Donc certes, c'est organisé par le régime, il n'y a pas de doute. Ils exhibent des armes. Voici notre tout nouveau missile, voici notre tout nouveau drone, voici notre toute nouvelle vedette furtive qu'ils exhibent en plein Téhéran. Et effectivement, les premiers à rejoindre les manifestations, c'est les partisans les plus ardents du régime, la partie religieuse, la partie très nationaliste, pas forcément toujours très religieuse d'ailleurs. Certaines personnes pour raisons économiques. Et puis, de plus en plus de simples curieux. Que le fameux ventre mou, sans vouloir choquer l'audience, j'en connais un certain nombre, qui, à nouveau, portent pas particulièrement le régime dans leur cœur, mais ils sortent, quoi. Bon, c'est intéressant. Moi-même, je me demande, est-ce que, si je vivais là-bas, par les temps qui courent, au regard de tout ce qui s'est passé, de ce que je vous raconte depuis le début, vous aurez aussi compris un peu les sentiments qui m'animent, malgré le fait de vouloir que le régime évolue, parce qu'il y a beaucoup de ces valeurs que je ne partage pas, je suis occidental dans mes valeurs, on peut faire très simple. Je me demande si par les temps qui courent, je ne serais pas par simple curieux. Ah bon, tiens, voilà un missile dernier cri qui va dissuader l'ennemi. Tiens, bon, j'en connais. Et de toute façon, sans forcément être là, même moi, allons-y, voilà. Même ceux qui sont pour un changement de régime, ça c'est un acquis iranien. Alors, si demain il y a un changement de régime pour qu'il y ait une organisation plus démocratique, l'Iran aura besoin d'une armée. Et ils seront tout à fait ravis d'avoir un outil qui sera là. Les gens qui sont capables de le faire, ils le feront pour n'importe quel régime. Et au risque d'insister, surtout pour un pays assez nationaliste, qui a une histoire qu'on a racontée, enfin voilà, c'est pas très surprenant, ça paraît assez logique finalement de ce qu'on raconte. Il y a 2 points qu'on pourrait évoquer, qui quand même les aspects religieux de tout ça, et le repositionnement des intellectuels en Iran, qui vont un peu confirmer beaucoup de choses qu'on évoque ici. Alors, il y a, on peut estimer peut-être 30, 40, 50% de chiites pratiquants en Iran. Hein. Autant que ça, j'ai l'impression que ça laïcisait plus vite que... Oui, ça se laïcise, il en reste. Oui. Il en reste. 50%, c'est peut-être une exagération. Je préfère être prudent, parce qu'on a tellement tendance à dire, mais non, mais la religion a disparu, tout ça, tendance à être prudent maintenant à des caricatures qu'on fait de l'Iran. 30%, c'est sûr, j'ai envie de dire, ça se voit dans les rues. Le chiisme zombie progresse, dirait Todd. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est le catholicisme zombie, c'est son concept. En fait, la France est un pays catholique, mais les gens sont pas réellement catholiques, c'est des religieux zombies. Ouais. Car ils vont se marier à l'église, ils peuvent appeler le prêtre pour l'enterrement ou faire un baptême, mais parfois ils savent plus vraiment trop pourquoi ils font ça. C'est un peu comme des zombies D'accord. Et donc c'est la religion non vécue comme une foi qui anime, qui pèse sur toutes les activités de la vie, ce que souhaite un vrai religieux. Et donc je disais, c'était pour faire une boutade. Non, bien sûr, il y a pas mal de taudis qui les écoulent, donc voilà. La boutade, c'était le chiisme zombie. Ça existe ainsi d'une certaine manière, et puis plus généralement des gens qui restent croyants d'une certaine manière sans être... Est-ce qu'il y a des films de zombies en Iran? Alors, ça, c'est... question qu'on n'a rien à voir. Mais c'est une excellente question, parce que, à nouveau, ce fameux peuple iranien, alors parce que expression qui me donne un peu des boutons, parce que c'est une expression qui a servi à beaucoup caricaturer l'Iran et à justifier de le bombarder pour libérer le peuple iranien qui apparemment à 90% serait d'accord avec Israël. Bon, bref. Il veut être bombardé. Il parle au nom du peuple iranien qui veut qu'on lui bombarde ses centrales électriques. Bref. Il y a un peu faire les fils de ma pensée en cédant à l'émotion encore une fois. Mais non, pour le coup, le peuple iranien
a accès à Internet par VPN, tout ça, a tout à fait accès à toute la culture occidentale du monde, je pense ils nous connaissent. J'aime pas trop ce il et nous, mais pour faire simple, ils nous connaissent mieux qu'on ne les connaît nous. Donc, avant de les prendre de haut, de parler à leur place, etc., ils sont très familiers avec la culture occidentale. Leurs intellectuels, leurs universitaires, en général, vont plus étudier l'Occident que nos intellectuels en moyenne le font. Même certains dont c'est pas le domaine. Hein. Voilà, l'Occident est perçu comme quelque chose de très important à étudier, et c'est le cas. Et alors, ils ont accès à Internet. Donc, est-ce qu'ils ont accès aux films de zombies? Oui. Oui, je connais des films iraniens de zombies. Ah non, alors pas à ma connaissance, non. Le cinéma iranien. On va regarder ces questions centrales. Travaille pas cette et répondre à ces questions centrales. Et je crois que c'est avec toi qu'on avait parlé. Il y a l'Occident est un peu perdu par rapport à ça, parce que on le voit avec les Russes ou les Chinois, mais pour les Russes que je suis plus, moi, je connais bien, les trois cercles concentriques autour de Lavrov et de Zakharova, donc les têtes de gondole de la diplomatie russe, parlent tous anglais et une autre langue. Et ils ont vécu 5 à 10 ans aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne. Ils nous connaissent très très bien. Pareil pour les Chinois, pareil pour les Indiens. Et notre élite séjournée, il ne parle ni chinois, ni russe, ni persan, il n'y connaît rien du tout. Et ni son deuxième, ni son troisième cercle, ni monsieur Barrot, Jean-Noël Barrot aujourd'hui. C'est évidemment que... oui, c'est avec toi, parce qu'on avait parlé des idéaux légaux. On voit bien que c'est des gens qui maîtrisent totalement tous les verrous, qui ont toutes les clés psychologiques populaires occidentales. Tout à fait, c'est même requis pour progresser dans la hiérarchie. À nouveau, quoi que l'on pense des Pasdaran, un de leurs porte-parole majeurs parle, non bien sûr, anglais, je me demande s'il parle pas aussi encore une autre langue européenne, arabe et hébreu. À un niveau très professionnel, ça l'a évidemment aidé à progresser dans la hiérarchie. Alors, d'un autre côté, il y a beaucoup aussi d'Israéliens, de l'élite israélienne qui parlent persan. Voilà, il faut aussi connaître son ennemi. Hein. Mais c'est pour dire, on parle de gens qui ne sont pas forcément recommandables, mais qui sont cultivés, instruits. Il ne faut pas qu'on mélange morale et stratégie, on va dire, hein. Et qu'on mélange pas les choses. Et ça, on l'a beaucoup sous-estimé. Et d'ailleurs, alors encore parmi les choses qui ont suscité un sentiment d'humiliation en Iran, outre les menaces d'exterminer la civilisation, tout ça, c'est un peu le fait de confondre l'Iran avec le Venezuela. En plus, alors ils se sont sentis humiliés, pas parce qu'ils ont quelque chose contre le Venezuela, mais ils ont dit, mais à quel point ils peuvent être ignorants pour imaginer, ignorants de notre structure sociale, de notre histoire, de notre culture, pour imaginer que ça va s'effondrer comme un château de cartes. Et en plus, la comparaison n'a même pas de sens, parce que il n'y a pas de changement de régime au Venezuela. C'est juste, à la tête, il y a des gens plus conciliants avec les États-Unis, mais l'appareil répressif est intact. Donc je ne comprends même pas la comparaison que... Bon, mettons ça de côté. Alors, pardon. Lors de notre premier entretien, j'ai vu quelques commentaires qui me reprochaient à juste titre de me perdre un peu, de faire des digressions. Donc, je reviens sur la religion. C'est ma faute. Non, pour le coup, c'est ma faute. Donc, la religion. Oui, alors, prenons l'assassinat du guide suprême Khomeini, où notre logique dominante en Occident, il est méchant, il est violent, c'est une bonne chose de le tuer. Bon, moralement, je ne vais même pas commenter là-dessus. Est-ce que c'est bien d'assassiner? Bon, je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Stratégiquement, c'est une erreur colossale qui dénote encore une fois des mauvais calculs, la méconnaissance de l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vu, moi, à la télé, de mes propres yeux, à travers la communauté? Bon, il y avait les opposants acharnés du régime qui veulent son effondrement, qui manifestent une joie très éphémère. Et le jour suivant, ils reprennent leur vie. Bon, quasiment zéro impact. Il y a une partie qui ne porte pas le régime dans son cœur, mais quand même, ce sentiment d'humiliation, de le gars, il nous a fait peur, il nous a dirigés pendant 37 ans, et oups, comme ça, un petit pays de 8 millions d'habitants qui nous dicte sa loi, qui tue nos dirigeants. Il y avait déjà ce sentiment-là lors de la guerre des 12 jours. C'est, nous, Iraniens, quand même, 90 millions d'habitants, on n'est pas capable de se défendre. Quoi. À nouveau, je ne parle pas du tout de partisans du régime, de gens un peu ventre mou. On touche à l'émotionnel, là.
une sorte de sentiment d'humiliation. Parce que ce sont des petits pays qui nous dictent sa loi, qui nous donnent des leçons de morale, qui nous dit il faut pas faire ci, enfin il faut plutôt être gouverné comme ça. Et puis on a choisi un leader pour vous. Enfin, surtout avec l'histoire des ingérences que j'ai racontées tout à l'heure, un malaise, même chez certains partisans acharnés du régime, qui portaient pas forcément Khomeini dans leur cœur, mais ouais, un malaise quoi. Bon. Et puis, pour ces partisans, mais ils vont en parler pendant des siècles. Ils vont en faire un martyr. Alors, ils vont peut-être pas l'ériger, le déifier comme d'Imam Hussein. Petit cours d'histoire. Les chiites duodécimants, il y a un mec qui croit en 7 imams, mais ceux qui croient en 12 imams et ceux qui croient en 7 imams. Le troisième imam, ma martyrologie chiite n'est pas tout à fait au point. Le troisième, Hussein, mort dans la fameuse bataille de Kerbala, qui est un lieu de pèlerinage très important chez les chiites, qui se situe en Irak, pays à majorité chiite. Cette bataille qui est pas une bataille très grande ampleur, hein. Je ne sais pas combien de combattants étaient de part et d'autre, mais elle a fini dans l'histoire comme un fait majeur. Vous voyez la scène, comment dire, la pièce La Passion du Christ, où on met en scène, bon, il y a un peu l'équivalent en Iran, le Tazieh. Donc on met en scène ce martyr de Imam Hussein, y compris chez les laïcs, y compris chez les agnostiques, y compris chez les athées, y compris chez les non-religieux, y compris chez les non-croyants. Il y a eu une représentation du Tazieh à la Villette, donc à Paris, où une partie de la communauté iranienne y est allée, y compris nous, y compris moi. Ma maman se dit, bon, voilà, c'est partie de la culture iranienne, tout ça. Donc 1300 ans après, et pendant encore probablement des siècles, voire des millénaires, on va continuer à parler de ça. Khomeini, ça va peut-être pas arriver à ce niveau-là, mais bon, il va tenir 2-3 siècles. Attends, les conditions sont idéales. Enfin, c'est idéal. Alors, il y avait sa femme, sa fille, sa petite fille, son gendre, au moins. Je pense 6 membres de sa famille qui ont été tués. Et après, on demande à son fils qui a survécu de négocier avec les Américains qui ont assassiné 6 de ses proches. Bon, c'est très... et Trump qui dit ouais, c'est un good guy, j'aimerais bien le rencontrer. Et mec, t'as assassiné 6 membres de sa famille. Bon, donc il y a cette mise en scène. Il était dans sa résidence en train de planifier la guerre. Il n'a pas fui. Alors que des souverains dans l'histoire, à la fois les Pahlavis, mais aussi des souverains Qajar ont fui le pays et sont morts à l'étranger. Lui, il est mort en Iran. Je dis pas que tout ça est génial, je suis pas du tout en train de glorifier. Du point de vue, on comprend. Toi et moi pourrions ne pas kiffer tout ça, mais du point de vue des partisans, ils vont en faire un martyr, mais ils vont en faire une date de référence. Et donc, quand on parle de ralliement autour du drapeau, il y a aussi ça, il y a aussi l'exacerbation du sentiment à la fois, enfin surtout religieux, d'une partie de la population qu'il ne faut pas négliger, qu'on le veuille ou non, ils existent. Qu'on le veuille ou non, ce sont aussi des Iraniens, quoi qu'en disent certains, ce sont aussi des Iraniens, il faut s'entendre, voilà. Donc la martyrologie chiite ne pouvait pas espérer mieux, finalement. Voilà. Quel autre événement aujourd'hui on pourrait espérer Bon, voilà, ça. Bon. Donc, très, très grosse erreur, et pas qu'en Iran, mais aussi au Liban, au Yémen, et en Irak, où il y a des chiites. Alors, tous prêtent pas allégeance au guide suprême. L'ayatollah Ali al-Sistani en Irak, qui est une figure très importante, qui rejette le velayat-e farid, on va dire l'autorité religieuse de Qom en Iran, et l'autorité religieuse du guide suprême. Bon, tous les chiites du Moyen-Orient sont pas ralliés autour de ça, mais oui, ça a eu son effet dont on ne veut même pas discuter ici. On refuse de le voir. Bon. C'est important parce que j'en ai parlé ici sur Fréquence Populaire et ailleurs. La stratégie très israélienne et beaucoup américaine de décapitation, qui font rouler depuis 30 ans, ne fonctionne pas. Non. Ça n'a jamais fonctionné. Ça produit l'effet strictement inverse. Ou alors, ça produit un chaos total, comme en Irak ou en Libye. Mais ça ne produit pas l'effet escompté que tout va s'effondrer et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Jamais. Et là, récemment, tout s'était fait sur Hezbollah, au Yémen, en Iran. Rien. Ouais. Peanuts. Au contraire. Ça renforce et ça met l'Israël et les États-Unis dans une situation très mauvaise. Je peux te dire que là, clairement, le fameux ventre mou dont on parle depuis tout à l'heure, mais aussi une partie des partisans initiaux de la guerre,
qui, évidemment, il voit que ça marche pas. Ah bah oui, on nous avait prévenu que ça allait pas marcher, que le plan tenait pas la route, qu'il n'y a pas d'armée palaviste sur place pour prendre le pouvoir. Bon, bref, on les avait prévenus de tout ça, ils n'ont pas voulu. Voilà, ils ont fait des analogies avec le débarquement des Alliés en 1944, mais ça n'a rien à voir. Bon, ils voient bien que le plan ne marche pas, donc ils abandonnent un petit peu. Et ils commencent à se dire aussi, oui, c'est peut-être le régime ou le chaos. Donc entre les deux, oui, ils reviennent un peu à se dire, alors soit ils tombent dans le nihilisme et ils veulent même plus entendre parler de tout ça, soit ils vont dans un espèce de déni à dire mais non, il faut bombarder, allons-y, il faut finish the job. Finissez le travail, monsieur Trump, ou finissez le travail, monsieur Netanyahou, on y est presque. Mais, ou alors, ils changent d'avis. Ils se font discrets et ils changent d'avis en se disant oui, il faut peut-être une évolution et non une révolution. En tout cas, oui, pour revenir à la mort de Khamenei, oui, ça a eu un effet contre-productif, en tout cas par rapport à ce que recherchaient les Israéliens et les Américains. Ça a cimenté la base croyante sur le temps long. Inversement, les opposants acharnés du régime, ils en parlent même plus. Ça n'a pas produit d'effet, c'est une petite joie éphémère. On peut en penser ce qu'on veut, mais ce sont les faits, et la République islamique se retrouve avec un récit unificateur de plus, à forte charge symbolique quand même, donc qui vont pas se gêner pour l'utiliser, quoi. Voilà. Un autre signal fort, je trouve, dans le faisceau d'indices, c'est les intellectuels dissidents, voire critiques du régime, qui sont là-bas. Parce que écouter ceux d'ici, oui, c'est intéressant. Ceux de là-bas, c'est peut-être intéressant aussi, après tout. Il y a des équivalents de fréquences populaires, de chaînes d'interview en Iran. Avec l'ouverture d'Internet, ça devient encore plus possible d'en écouter. Je vais en citer deux qui reflètent bien un peu le sentiment qui traverse une partie de l'intelligentsia iranienne. Deux figures intellectuelles assez importantes. Alors, il y a Mohammad Mehdi Ardebili, un philosophe spécialiste d'Hegel, mais ce n'est pas le sujet ici. Tu nous enverras un lien, on le mettra comme ça pour ceux qui veulent les voir, pourront les voir. On peut, mais c'est en persan. Oui, il y a des outils magiques qui font que... écoute, j'en ai fait une synthèse sur Word. On la mettra. La synthèse de tout ce qu'il raconte. Alors, énormément d'analyses. Beaucoup de gens comprendront très bien ce dont il veut parler. Alors, spécialiste d'Hegel, donc encore une fois, les Iraniens connaissent très bien, assez bien l'Occident. Là, c'est pas le sujet. On peut légitimement l'accuser d'être partisan du régime. Il a même démissionné de son poste à l'université, parce que, trop ancré dans les institutions, pour vraiment se positionner dans une dissidence intellectuelle qui ne franchit pas de ligne rouge, et c'est pour ça qu'il n'a pas de problème. Voilà, une dissidence qui reste gentillette, qui reste plutôt intellectuelle. Il n'appelle pas au renversement du régime, mais il est en dissidence. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur, qui est quand même dissident de longue date? Il dit, mais au risque de vous choquer, dans le cadre actuel, dans le contexte actuel de cette guerre, le peuple iranien et la République islamique ne font qu'un. Moi j'étais surpris, le présentateur aussi, de quoi, mais de quoi tu vas... Mais si, non, mais j'insiste, écoute-moi bien. Dans le contexte actuel, l'Iran et la République islamique ne font qu'un. On est dans une guerre. C'est son constat. Un autre intellectuel assez en vue, un politologue cette fois, lui qu'on va plutôt étiqueter comme réformiste et démocrate, Sader Dibok-Alam, qui enseigne toujours, qui est assez connu. Lui qui a toujours été contre une intervention armée, en disant ça, un peu comme ce que dit Emmanuel Todd, ça freine le chemin vers la démocratie. Actuellement, alors il pense que la démocratisation va régler beaucoup de problèmes de l'Iran, à fond démocrate. Il dit si la Norvège est à 18/20 en démocratie et l'Arabie Saoudite à 5/20, parce que c'est pas une démocratie, l'Iran est peut-être à 8 ou 9/20. Et à nouveau, comme ça reste une critique plutôt intellectuelle et qui appelle pas au renversement du régime, mais au contraire à son évolution, il n'a pas de problème. Il peut s'exprimer. Et il dit je suis un critique de longue date de beaucoup d'aspects de la République islamique, dit-il. Je ne pensais pas que le régime allait s'effondrer avec cette guerre. Et quand bien même, je ne pensais pas que la guerre allait donner quoi que ce soit de bon. Oui, certes, pas l'avis dit de belles choses, mais il y avait aussi des révolutionnaires avant la révolution qui disaient de très belles choses, et ça a fini par devenir des bourreaux.
dire des belles choses avant une révolution, oui, c'est toujours facile, quoi. Donc ils ne pensent pas qu'un renversement violent puisse donner quoi que ce soit de bon, et c'est le sentiment de beaucoup d'Iraniens, mais ils croient dans des réformes, des transformations. Et ils disaient, bon, je pensais quand même qu'on allait souffrir dans cette guerre, et on voit là un sentiment un peu patriote qui ressurgit, mais par contre, je ne pensais pas qu'on se défendrait d'aussi belle manière, où on est loin de parler de quelqu'un avec une culture militariste, à fond guerrier et tout, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Après tout, l'Iran peut revendiquer certaines victoires stratégiques. Est-ce qu'ils ont gagné la guerre? Bon, je serais quand même prudent, mais peut revendiquer une capacité de riposte, une certaine intelligence stratégique, des vraies réussites stratégiques. Effectivement, une sophistication dans les armes employées, dans les tactiques employées, et donc le constat de ce monsieur qui se sent quand même habiter une certaine fierté, c'est oui, vraiment, je pensais pas qu'on serait capable de riposter, je pensais qu'on ferait le dos rond sous les bombes, quoi. Bon, voilà. Mais ils n'ont pas dû encore passer le niveau de compréhension de ce qui se passe. On en parle beaucoup ici pour le conflit en Ukraine. Les gens ne suivent pas très bien, mais le problème, c'est pas que la Russie est faible ou incapable d'eux, c'est que ce qui fait l'histoire militaire depuis toujours, c'est la concentration des forces. Alors les drones empêchent la concentration des forces. Et les missiles précis que maîtrise, et les drones que maîtrise l'Iran empêchent la concentration des forces et rendent obsolètes des bases qui n'étaient pas il y a encore quelques années. Ah oui. Je parle des bases militaires américaines. Donc, ceci étant chamboulé, pour le moment, ça complique les doctrines militaires. Tout doit être réécrit, repensé, réorganisé, restructuré. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que je dis que cette guerre, ils l'ont gagnée. Ils l'ont gagnée comme... Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner la guerre de 100 ans, mais comme Henri V a gagné la bataille d'Azincourt. Voilà. Il y a un nouveau paradigme, l'arc long, la cavalerie lourde qui charge bêtement en terrain plat face à des archers, ça ne marche pas. Donc, pour changer la guerre. Et ça, les évolutions ont toujours été comme ça, et les Iraniens font la guerre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font à leur niveau, et effectivement, c'est pas la grande puissance américaine, mais chez eux, ils font la guerre du 21e siècle, et pas du 20e. Et les Américains sont dans la guerre du 20e, donc c'est ça la réalité. Ça se reflète aussi chez les proxys, alors qui n'est pas un sujet qui passionne les foules en Iran non plus. Enfin, certains disent, ouais, mais qu'est-ce qu'on va investir dans ces trucs-là quand il y a autant de misère? Pourquoi on donne de l'argent au Hezbollah, au Hashd al-Shaabi, au Houthi, au Yémen, au Hamas? Voilà, c'est du gaspillage. Je n'ai pas forcément entendu grand monde s'y intéresser plus que ça ou être très enthousiaste, etc. Mais effectivement, l'Iran a fourni donc par la branche Al-Hot des Pasdaran, donc chargé un peu d'entraîner les forces à l'extérieur et de former ses proxys. Le récit qu'on a eu beaucoup ici, notamment à la chute de Bachar el-Assad, et il me semble, par la suite, le Hamas, un peu écrasé par Israël, et le Hezbollah qui, après le 7 octobre, oppose une résistance assez limitée, et la guerre au Yémen qui se termine, et donc on oublie les Houthis. Et Hashd al-Shaabi, personne ne sait ce que c'est, personne s'y est intéressé, mais il faut dire quand même que c'est une coalition de milices dont un bon tiers des attaques sur les pays arabes du Golfe proviennent d'Irak. Donc beaucoup de frappes stratégiques de drones sur les pays arabes provenaient d'Irak, ça j'ai appris récemment. Donc c'est un défi important. Je vous renvoie aux émissions qu'on a fait avec Julien Lazarotto, spécialiste de ces questions-là, sur les Houthis, sur les milices chiites, sur la Syrie, l'intervention iranienne, pour comprendre comment tout ça s'organise. On a fait un travail en profondeur. Non, bien sûr. Voilà, non, mais c'est très intéressant parce que les gens découvrent, et oui, le tiers des attaques viennent de là. Beaucoup d'Iraniens découvrent. Et avant le nucléaire, maintenant les Iraniens, parce qu'ils l'ont fait déjà par 3 fois, donc ils vont le faire si jamais la guerre reprend, ils ont dit, on est en mesure, on explique dans la vidéo sur les Houthis au Yémen, et sur les guerres du Yémen et comment ils sont arrivés au pouvoir, ils sont en mesure de bloquer totalement Bab el-Mandeb. Avec les mêmes moyens que les Iraniens, et là, ça va être dur. En dissuadant les assureurs, ne serait-ce en envoyant un drone de temps en temps. Puis en cassant la base, bon, enfin bref, on va pas rentrer en détail, mais voilà, vous avez les vidéos sur Fréquence Populaire, allez voir, très intéressant. Mais avant la guerre, beaucoup étaient dans l'idée que les proxys se sont effondrés. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc Gaza est rasé, donc il n'y a plus de Hamas. Puis le Hamas continue d'exister.
Le Hezbollah, on voit là quand même que depuis le 28 février 2026, ils opposent une opposition assez dure, et notamment avec les micro-drones maintenant qui changent un peu la donne de la guerre au sud Liban. Les Houthis au Yémen restent, voilà, même sont peut-être. Alors, du coup, Israël se retrouve, alors qu'on pensait ses proxys effondrés, se retrouve dans une pire situation sécuritaire qu'en 2010. Donc, je peux comprendre aussi la peur qu'il y a de ce côté-là, entouré de proxys quand même de mieux en mieux armés, de mieux en mieux entraînés, avec en plus des avantages asymétriques. Voilà, Tsahal qui perd 28 soldats là au sud Liban en raison des drones, c'est plus insupportable que le Hezbollah qui perd, je sais pas combien de centaines ou peut-être un millier de soldats, je sais pas. Bon, Moi, je crois qu'Israël, mais c'est très important ce que j'ai dit. Là, ça change tout là aussi. Israël troquerait, mais tout de suite, les roquettes Qassam d'avant qui volaient un peu n'importe où et finissaient à peu près nulle part. Une sorte d'énormes pétards. Bon, des fois, il y a eu des morts, des trucs cassés, mais rien à voir avec un drone qui fait des dégâts colossaux. Là, on parle de 200 chars détruits de Tsahal. ah oui, Non, les dégâts sont colossaux. au sud Liban. Oui, enfin détruits ou très gravement endommagés. Il y a Oui, hors énormément de morts, d'utilisation. de blessés. C'est très très compliqué. Oui, C'est beaucoup beaucoup plus grave. Et puis un drone, enfin, c'est la même chose qu'avec la Russie. Ça paralyse la concentration de force. Il n'y a rien à faire. Et c'est un drone peut voler très loin en Israël. Ça peut faire énormément de dégâts. Beaucoup moins de logistique que les pauvres roquettes Qassam qui demandaient une énorme logistique pour rien. ouais. Ah, les drones, c'est pas cher, c'est Ben, un engin, gérable de n'importe où, un engin à quelques manœuvrable de milliers, n'importe où. quelques milliers qui te détruit un matériel qui 50, 100 millions, j'ai vu pour certains matériels endommagés Oui, côté le cas du israélien. terrorisme te tue 20 civils Mm. sans avoir l'opération logistique d'amener un terroriste qui se fait sauter, ce qui est toujours compliqué, beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors, Israël dans une situation pas bonne, Non, clairement. non, et ça, c'est assez dangereux. C'est assez, à nouveau, le Bon, ça, c'est un autre sentiment sujet, de la citadelle assiégée. mais c'est un autre sujet. Soit, comme ils ont l'air de vouloir partir, soit c'est full guerre totale partout, dans toutes les directions, soit bon, on arrête. Il faut qu'on repense. Oui. Mais bon, ça, on verra. Mais autant là, c'est constat que dans la communauté iranienne, mais qui est évident, qu'on trosse tous, autant une paix États-Unis-Iran, voire trouver des intérêts économiques communs, investir, bon, c'est de l'ordre de l'envisageable. On parle même de la constitution d'un fonds d'investissement américain parmi les, comment dire, termes de paix, termes de l'accord de paix, plutôt que payer des réparations à l'Iran, constituer un fonds d'investissement et que les Américains auraient un peu le premier choix sur certains projets. Je ne sais pas exactement ce qui se dit, mais Non, mais c'est la version Trump, ça. dans les idées qui flottent. Oui. Construisons des Trump Tower et là, puis un resort, et puis faisons la fête. Oui. Après, bon, écoute, pourquoi pas, il le présentera comme il veut. Après, bon, il y a quand même une différence entre des réparations et des investissements. Hein. Enfin, je sais pas la forme que prendra, on va dire, l'aspect financier des termes de guerre, et puis, comment dire, restituer des actifs gelés qui appartenaient aux Iraniens à la base. On parle de 24 milliards. Oui, non, c'est pas des réparations de guerre au sens, les Américains vont débourser 24 milliards. On parle pas de l'accord de Versailles, là, enfin, c'est quand même pas la même chose. Bon. Et les réparations très lourdes infligées à l'Allemagne il y a 5 Alors, les ans. 24 milliards, c'est l'argent que les États-Unis doivent à l'Iran, au Shah d'Iran, et qu'ils ont payé et pour des armes qu'ils n'ont pas reçues. C'est ça la discussion. Hein. Les 24 milliards, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas des actifs gelés depuis Les récemment? gelés, non, mais se sont ajoutés des actifs, mais il n'y avait pas beaucoup d'actifs iraniens de la République islamique que dans les banques américaines, hein, c'est évident. Par contre, c'est de l'argent. Le gros, c'est de l'argent dû par les Américains, avec les intérêts évidemment qui s'accumulent à l'Iran. Évidemment que les Américains ils paieront jamais. C'est comme les Grecs qui réclament légitimement l'or pris par les nazis. Et les Allemands leur répondent non, c'est pas nous, c'était les nazis. Ouais. Nous on est démocratiques, c'est pas nous. Ouais. Demandez aux nazis. Bon, c'est un peu ridicule, mais C'est un signal, un bruit, je sais pas comment vous présenter, mais parmi d'autres que oui, il y a des points d'accroche entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis commencent quand même à s'éloigner sérieusement d'Israël, où il y a une opinion majoritairement maintenant défavorable à Israël, qui à certains égards devient un allié assez encombrant hein, pour beaucoup d'Américains. Ils nous ont entraînés dans une guerre galère, on a l'air cons, ils nous ont vendu du rêve.
Et puis même au sein des Républicains, ça commence à jaser. Même la MAGA qui se tracture. Le gallon d'essence est parfois à $6. Oui, en Et Californie, Trump c'est avait largement promis de le ça. ramener à 2. Ouais, Et il était à 3 sous Biden, donc c'est fail. ouais. Donc un allié encombrant. Et donc, bon, que les États-Unis arrivent à s'entendre avec l'Iran, c'est envisageable. Par contre, il y a la rivalité Iran-Israël. Je pense, enfin, personnellement, mais aussi, je vois pas un Iranien qui envisage des perspectives de paix. D'ailleurs, dans le discours politique, il n'y a aucune voie de sortie proposée, que ce soit côté israélien ou iranien. Donc ça, cette rivalité dont je ne sais pas quelle forme elle va prendre, elle n'est pas prête de se terminer. Malheureusement. Moi, j'aimerais bien que tout le monde vive en paix. Mais alors, quelles sont les conditions à réunir pour que... Parce que, comment dire, plutôt au sein du régime, mais aussi une partie de ses adhérents, la résistance à Israël et le soutien aux Palestiniens, c'est devenu un des piliers, quoi, un des dogmes de la République islamique. Ça n'a pas bougé. Voilà. Comme on l'a vu dans les récents bombardements sur Israël. Je pense qu'on refera une vidéo parce que bon, les sujets. Pas forcément le plus pertinent sur les aspects stratégiques, hein, d'ailleurs. Non, Je mais pense que des intervenants c'est plus. intéressant et puis surtout sur l'évolution parce que évolution de toute façon il y aura. Je voulais te poser une dernière question avant qu'on se quitte. Récemment, nous a quitté Marjane Satrapi, qui est très très apprécié en France, que moi, comme beaucoup de gens, j'aimais beaucoup, Persépolis, et tout ce qui en a été tiré, bon, qui est morte, je sais pas trop quoi, de chagrin, parce que son mari est mort l'année dernière, ce qui est, bon, c'est une belle preuve d'amour, c'est rare dans notre monde matérialiste. Il n'avait que Peut-être 56 qu'il y a ans. autre chose, je sais pas si vous voulez dire quelque chose sur Marjane Satrapi. Non, on perd une héroïne, quelqu'un qui a beaucoup parlé à la diaspora, qui a raconté notre histoire de manière assez fidèle. Ce qui s'est passé, quoi, de vous regarder Persépolis, beaucoup de gens de la diaspora quelles que soient les sensibilités politiques d'ailleurs, sont reconnus dans cette histoire, ont vécu des choses très similaires. Elle n'est pas étrangère au fait que j'ai appelé ma fille Marjane. Elle est même carrément pas étrangère du tout. Donc non, évidemment, la communauté est en deuil. On a perdu une grande figure. On n'avait rien d'autre à dire. Laisser derrière elle une grande œuvre qu'on va transmettre aux enfants. Il y a un dessin, alors un film d'animation, voilà, qui est facile à montrer aux enfants. Puis les BD qui sont faciles à lire. Donc je pense que son héritage demeurera longtemps. Alors dans la diaspora iranienne, mais aussi aux gens nombreux, et je les remercie, en France et ailleurs, qui s'intéressent à l'histoire de l'Iran. Je ne sais pas bien l'expliquer, cet intérêt très profond, notamment des Français, des connaissances très approfondies. Quand je parlais des caricatures, etc., qu'on fait dans les médias, ça ne s'applique pas aux gens, je trouve. Enfin, que les citoyens français, même pas forcément ceux qui ont fait des études poussées, ont une vision de l'Iran peut-être plus nuancée que ce qu'on montre dans les médias, en général. Bon, Oui. oui, alors flatté, c'est pour rien, mais effectivement, plutôt charmé, donc envie d'échanger. J'ai vu que notre précédente vidéo avait plutôt bien marché, alors que je ne suis personne, je suis pas du tout connu. Celle avec l'ambassadeur que tu avais faite, quoi qu'on pense des propos, etc., avait suscité un certain intérêt aussi. Des gens qui disent, bah oui, on veut voir ce qu'il a à dire. Au-delà des aspects politiques, l'intérêt pour les milliers d'années d'histoire de la civilisation iranienne, le fait que les Perses sont pas des Arabes, ça, bon, beaucoup de Français sont quand même au courant. Et effectivement, ce film Persépolite, qu'il a eu autant de succès, je pense, c'est pas, enfin oui, c'est parce que c'est un très beau film qui raconte une histoire intéressante, mais je pense à la base, il y avait aussi une appétence des Français pour en savoir plus, pour accumuler des connaissances sur un sujet qui les intéressait déjà avant. Voilà. Merci beaucoup, Cyrus. Merci, Georges. Et puis, tu es bienvenu ici. À très bientôt. Et cette fois-ci, on ne changera pas de lieu. Merci à vous. N'oubliez pas de liker si c'est pas déjà fait, de vous abonner si c'est pas fait. Et puis même si vous êtes abonné à un des réseaux, abonnez-vous aux autres. Ça nous aide. De commenter, évidemment, de partager cette vidéo. Et bien, on vous dit à très bientôt. Comment on dit bonne journée, bonne soirée en perse? Shabbatum Becher. Shabbatum Becher. Bonne soirée. Voilà. Et bonne nuit aussi. Mais bon, bref, les gens comprendront. Shabbatum Becher. Bravo.